Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un débat assez classique finalement. Oui, cette tension entre science et foi, disons, sur nos origines. C'est ça. On va explorer ça à travers des extraits d'une discussion vidéo. On y entend Richard Dawkins répondre à des arguments créationnistes ou du dessin intelligent. L'idée, c'est de décortiquer un peu la logique de chaque côté, comprendre où sont les points de friction réels. Exactement. Pas juste lister, mais saisir le fond du désaccord. Alors, par où on commence? Un point qui revient souvent, c'est la complexité, non? Oui, l'argument de l'incrédulité personnelle. Dans la source, un neuroscientifique dit en substance, le cerveau, c'est tellement complexe, ça ne peut pas s'être fait tout seul. Hmm, Le fameux «je ne comprends pas, donc c'est Dieu». C'est un peu ça. Comment Dawkins réagit à ça? Il trouve ça un peu faible comme argument. Pathétique, dit-il même. Pour lui, c'est une lacune de compréhension, pas une preuve. D'accord. Il rappelle que l'évolution, justement, propose une explication graduelle. Si on regarde le règne animal, on voit bien une complexification progressive des systèmes nerveux. Depuis les organismes simples jusqu'à nous. Voilà, des méduses aux vertébrés. L'anatomie comparée, les fossiles aussi, les crânes, tout ça montre une histoire évolutive. Donc l'incompréhension d'une personne n'invalide pas l'explication scientifique. Logique. Et sur les fossiles, justement, il y avait une histoire de canular évoquée. Ah oui, un intervenant affirme que Zinjanthropus serait un faux, un mélange de crâne humain et de mâchoire de singe. Et il dit rejeter les fossiles d'hominidés un peu, au feeling. Au feeling. C'est pas très scientifique, ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Et Dawkins pointe une grosse confusion factuelle. Laquelle? L'intervenant confond avec l'homme de Piltdown. Ça, c'était un vrai canular, en 1912 en Angleterre. Ah, d'accord. Mais Zinjanthropus, qu'on appelle maintenant Paranthropus boisé, c'est une découverte tout à fait légitime des liquis, en Afrique. Un fossile très important. Donc l'erreur sur la personne, si on peut dire. Exactement. Et rejeter les preuves paléontologiques africaines, qui sont considérables, sur un sentiment, pour Dawkins, c'est juste pas une démarche scientifique. Même si Paranthropus est une branche cousine, pas un ancêtre direct. On retombe sur cette opposition preuve matérielle versus intuition ou sentiment personnel. Un autre argument, c'est l'impression que le monde est fait pour nous. Oui, l'argument de la conception apparente. L'exemple cité est celui des vaches frais. Il y a de l'herbe, et hop, les vaches ont pile le bon système digestif. Comme si tout était prévu. Dawkins, lui, il inverse totalement la perspective. Ce n'est pas l'environnement qui est adapté aux espèces. Mais l'inverse. Exactement. C'est l'espèce qui s'adapte à l'environnement disponible via la sélection naturelle. Les ancêtres des vaches ont évolué parce que l'herbe était là. Ils ont développé ces adaptations sur des millions d'années. Ce qui ressemble à un plan. Serait en fait le résultat d'un processus naturel non dirigé, la sélection darwinienne. C'est un point clé de la théorie de l'évolution, ce renversement. Venons-en à un point plus technique, l'information génétique. Ah oui, l'idée que la sélection naturelle ferait perdre de l'information. C'est ça, l'exemple des races de chiens est souvent donné. Hmm. On sélectionne, on appauvrit le pool génétique. Et l'argument dit, l'évolution a besoin de gains d'information, et ça, on ne l'observerait jamais. Dawkins est d'accord sur le fait que l'évolution requiert une augmentation d'informations pertinentes dans le génome. Mais alors d'où vient-elle? Des mutations. Les mutations créent de la nouveauté de façon aléatoire dans l'ADN. Ensuite, la sélection naturelle, elle n'est pas aléatoire. Elle trie. Elle trie. Elle favorise les mutations qui donnent un avantage dans un environnement donné. C'est ce duo mutation aléatoire et sélection non aléatoire qui permet d'accumuler de l'information utile et de construire la complexité. D'accord, je vois la distinction. Mutation pour la nouveauté, sélection pour le tri pertinent. C'est ça. Et si on monte encore d'échelle, au niveau de l'univers? Oui, l'ajustement fin des constantes physiques. Oui, l'idée que si certaines constantes fondamentales avaient été juste un tout petit peu différentes, la vie, voire la matière telle qu'on la connaît, n'aurait pas pu exister. On cite parfois l'analogie de Regan. Un bon repas implique un cuisinier, un univers complexe. Implique un concepteur. Dawkins trouve l'analogie un peu simpliste pour la biologie, mais il reconnaît que l'argument de l'ajustement fin est un vrai sujet en physique, popularisé par Martin Rees, par exemple. Et quelle est la parade alors? L'hypothèse du multivers. C'est d'ailleurs la solution préférée de Rees lui-même, que Dawkins reprend. Le multivers, c'est-à-dire? S'il existe potentiellement une infinité ou un très grand nombre d'univers, chacun avec ses propres lois physiques, ses propres constantes. Alors, il n'est plus si étonnant qu'on se trouve, nous, dans l'un des rares univers où les conditions permettent l'émergence de la vie. C'est presque une tautologie. On ne pourrait observer que l'univers qui nous permet d'exister, le principe anthropique. Hmm,
Ça déplace le problème, en quelque sorte. Parlons un peu du dessin intelligent, le DI. Quelle différence avec le créationnisme classique? Le DI se présente comme plus scientifique, partant d'observations, la complexité du vivant, typiquement, pour en enferrer un concepteur sans forcément se référer à la Bible directement, comme la science de la création. Une approche plus philosophique? Peut-être, mais pour Dawkins, c'est surtout du créationnisme relooké. Une tactique pour contourner des décisions de justice aux États-Unis, notamment. D'accord. Il soutient que ça repose toujours sur le même ressort, l'incrédulité personnelle face à la complexité. Il cite l'exemple de l'ATP synthase, cette incroyable petite usine moléculaire dans nos cellules. C'est vrai que c'est fascinant de complexité. Et le DI dirait trop complexe pour être apparu naturellement. Voilà. Sans apporter de preuves directes du concepteur selon Dawkins, Changeons de sujet. L'existence historique de Jésus. Quelle est sa position là-dessus? il a un peu évolué, semble-t-il. Au départ, il était plus sceptique. Maintenant, il dit accepter le consensus des historiens. Il y a probablement eu un prédicateur juif nommé Jésus au 1er siècle. Mais Mais, pour lui, ce n'est pas ça l'important. L'existence de l'homme, d'accord. Ce qui manque cruellement de preuves, selon lui, ce sont les affirmations surnaturelles. Fils de Dieu, miracle, résurrection. la distinction entre l'homme et le mythe, en gros. C'est ça. On lui reproche parfois d'être un ignorant arrogant. Admettre ne pas savoir certaines choses, comme ce qu'il y avait avant le Big Bang, tout en étant très affirmatif sur l'inexistence de Dieu. Sa réponse est assez directe. Si les meilleurs physiciens disent « on ne sait pas pour avant le Big Bang », pourquoi un non-spécialiste le saurait? Logique. Et pour Dieu, il se positionne comme agnostique, mais un agnostique très très penchant vers l'athéisme. Sur son échelle de 1 à 7, il se met à 6,9. Presque 7. L'athéisme certain. Pourquoi pas 7? Par rigueur intellectuelle, je suppose, il dit qu'on ne peut pas prouver une inexistence de manière absolue. Mais l'absence totale de preuves le place au même niveau d'agnosticisme que pour les fées ou la théière de Russell. Je vois. Pour finir, un sujet un peu différent abordé. La binarité des sexes. Oui, on l'interroge sur une possible transphobie liée à une vision jugée conservatrice. Il ramène ça à la biologie fondamentale. C'est-à-dire? Il dit que, biologiquement, à l'échelle du règne animal et végétal, la distinction mâle-femelle est basée sur la taille des gamètes. Gros et peu mobile pour la femelle, ovule, petit et mobile pour le mâle, spermatozoïde. Et que cette définition-là est très clairement binaire. Contrairement à d'autres traits, Oui, il souligne que beaucoup d'autres caractéristiques biologiques existent sur un spectre, un continuum. Mais pour lui, cette définition fondamentale du sexe biologique par les gamètes est une des rares vraies binarités en biologie, malgré les exceptions qu'il reconnaît. donc une réponse très axée sur la définition biologique de base. Exactement. Pour conclure cette exploration, on voit bien ce fil rouge, hein. D'un côté, une démarche basée sur les preuves observables, la méthode scientifique, l'explication par des processus naturels. Et de l'autre, des arguments qui partent souvent de l'intuition, du sentiment de complexité, de l'incrédulité personnelle face aux explications scientifiques ou d'une lecture littérale de textes religieux. C'est vraiment un fossé dans l'approche de la connaissance. Tout à fait. Et ça soulève une question peut-être pour réfléchir après. Au-delà des arguments spécifiques, qu'est-ce qui, dans la manière même d'aborder une question, de chercher des preuves, de construire un raisonnement, conduit à des visions du monde aussi radicalement différentes à partir des mêmes observations? C'est une excellente question pour terminer. Comment l'interprétation et la méthode façonnent nos conclusions? Merci pour cet éclairage, Evelyne. Merci à vous.